Bonjour Tatiana, comment vas-tu? Philippe. Alors, comme d'habitude, comme toutes les semaines, une revue de presse de la presse russe. Alors, voyons un peu ce que nous donne la presse russe cette semaine. Англия. Мадриде проходит очередная антироссийская встреча под эгидой так называемой Alors, oui, ça, c'est donc, Madrid, Paris, Madrid. Donc, les cinq se Среди réunissent. главных тем защита Pardon, Украины и ее границы от pardon, предполагаемой C'est российской une угрозы, réunion pour а la также paix. Voilà. наращивание Une военных réunion euh, pour la paix durable. Voilà. Se réunit en Madrid. Donc, plusieurs solutions. La première, il faut s'armer parce que contre les Russes méchants, donc il faut quand même trouver une solution. À Madrid d'ailleurs, hein, je crois que c'est un Espagnol qui a proposé encore une fois de récupérer les avoirs russes. Voilà. Ça a l'air de vraiment les travailler, les pauvres. Et aussi, on dit que donc pour que la paix soit durable, il faut que les Russes soit vaincu, qu'ils déposent des armes, qu'ils capitulent parce que c'est la seule solution. Voilà. Donc il faut que les voilà. Russes arrêtent tout. Voilà. Il faut qu'ils arrêtent tout, mais il faut pas seulement qu'ils arrêtent, il faut qu'ils déposent des armes. Bon, non, quand je dis qu'ils arrêtent, donc ils déposent non seulement des armes, mais aussi les territoires qu'ils ont pris, tout. Et ils laissent donc les avoirs, ça va de soi. Et il faut aussi qu'ils payent les 105 milliards de dommages à intérêts. Voilà. Oui, mais c'est normal, ça, c'est des méchants russes. Oui, ils sont très méchants. Ils n'ont pas envie de donner leur sou à tout le monde. C'est scandaleux, scandaleux, scandaleux. Ça, c'est la télévision russe qui diffuse ça? Oui, 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 on montre bien, en train de dire, voilà, donc on a les cinq pays ES, donc de l'Union européenne, qui se retrouvent donc pour essayer de trouver des moyens de sauver la pauvre petite Ukraine. Voilà. À propos de la pauvre petite Ukraine, tu vas me dire ce que c'est que ça. Сегодня обсуждаем финансовые вопросы, а именно как связаны бюджет оккупированных. Ah, Alors là, ça se passe à Rada, donc le Parlement ukrainien. Et oui. donc, c'est le monsieur, c'est un juriste qui présente donc, ce qui se passe à Rada. C'est un juriste ukrainien, donc il y a un blog. Et il montre c'est assez ahurissant. Donc, tu vois, les chiffres qui sont donnés, les villes qui sont écrites, Avdiivka, Ougledar, Mariupol, Severodonetsk, c'est des villes qui sont normalement sous la domination russe, ou sous domination russe, ou totalement rasées. Voilà. Et sais-tu que dans le budget donc, de l'Ukraine, euh, pour ces villes, pour leur, on va dire, génie civil, enfin, l'urbanisation, c'est toujours un budget, donc attribue certaines sommes, donc plusieurs millions pour Mariupol, enfin, je sais pas, pour payer déjà des employés, je suppose, donc des municipalités, pour payer donc les aménagements, enfin les concerts, les spectacles, tout ça. Tous les ans, donc ils ont un budget qui est donné à ces villes. Alors la dame, donc, elle est en train d'énumérer tout l'argent et les villes en question. Et quand tu vas, les personnes dans la salle, ils sont même pas surpris, quoi, je veux dire. Lui, c'est un blogueur ukrainien Un blogueur ukrainien. Voilà. Donc, je qui, suis quelques blogueurs ukrainiens finalement, est inconscients. scandalisé, quoi. Bah, même pas, même pas. Elle me dit, voyez, c'est comme ça. Et puis après, donc, il y a d'autres choses qui vont avec, qui sont donc associées. Mais en gros, on est en train de donc présenter tout ce qui est donc la corruption, enfin, je veux dire, tous les petits vols entre amis, comme on dit en Ukraine, la fameuse Ukraine qu'il faut absolument sauver. Et alors, je précise, les blogueurs ukrainiens que je suis, donc, ils sont tous russophobes, mais ils sont aussi des grands opposants de pouvoir en place. Et Ouais. donc, ils essaient de dénoncer tous ces magouilles qui sont absolument, je veux dire. Mais non, mais quand même, je veux dire, de continuer dans le budget officiel de l'État, attribuer l'argent pour l'aménagement, on va dire, urbain des villes, non seulement aménagement, mais aussi toute l'organisation, on va dire, les génies urbains, donc tout ce qui est, enfin, dans les villes qui sont ou détruites ou sous la domination russe, c'est quand Conquis. même assez étonnant, quoi. C'est quand même assez étonnant. Mais là, tu dis, les Ukrainiens, question de corruption, ils atteignent des sommets qu'on ne s'imagine même pas. Ouais, c'est fou. C'est assez étonnant, voilà. Il y a de l'argent pour Mariupol qui est depuis 2022. Oui, 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 Toujours. oui. Non, et c'est dans le budget, hein. C'est Pour fou. les organisations des parcs, du cinéma, des expos, pour payer. Donc, enfin, non, mais tu dis, c'est vrai que là, je dirais, excusez-moi, Marie Le Pen, avec ses 4 mômes qu'il a embauchés là, avec l'argent de l'Europe, c'est vraiment une toute petite joueuse, hein. Et Là, en plus, elle les a pas pris pour elle. oui, mais bon.
Ah ben aussi, les gens ne les prennent pas pour eux, hein. C'est pour les villes, hein. Ça, je trouve ça incroyable. Mm, Bonne mm. trouvaille. Alors ça, c'était pas la télévision russe, on est bien d'accord, c'est Non, sur non, un on bloc est. ukrainien. Moi, je me suis dit, ça peut être intéressant justement de présenter les deux parce qu'on est toujours là en train de dire pauvre petite Ukraine libre, démocratique et tous les tralala. Mais bon, alors il paraît que donc l'Ukraine aujourd'hui, elle se bat fermement contre donc les Russes, enfin pour son indépendance, pour ne pas être dépendant de Russes, mais finalement il va finir pour être dépendant de plein d'autres. Mais quand on est dépendant des Américains, attention, je dis, c'est normal, on est civilisé, libre et démocratique. Alors là, c'est une vidéo, le tremblement de terre qui était à Birmanie. Voilà, donc là on a une personne de nationalité russe qui a péri donc dans ce tremblement de terre. Et on parle aussi de deux avions de personnes qui sont. La Russie a envoyé le personnel justement de sauveteurs qui aident à déblayer à déblayer tous les bâtiments pour essayer de trouver les personnes qui sont toujours en vie. Là. Le monsieur, il raconte une histoire d'un papa qui a couru pour sauver sa petite fille. Il a réussi à sortir la petite fille, mais lui, il est donc resté dans les décombres. Voilà. La petite fille, il est dehors et il attend qu'on essaie de ressortir son papa. Voilà. Alors, ce qu'il faut noter quand même pour la Birmanie, enfin le Myanmar, c'est qu'ils sont en guerre depuis plus de 50 ans. Il y a toujours autour en Birmanie des Karen, plein d'ethnies qui combattent le pouvoir central, et que le pouvoir central actuellement est anti-occidental. En méchant. Voilà. La Russie participe voilà, dans une aide humanitaire réussie pour aider justement à récupérer et déblayer tous ces dégâts. Mhm. Voilà. Ouais. Ah ben oui, c'est encore une fois. Là, c'est montré dans les informations russes, mais ça se passe en Ukraine. Voilà, donc c'est une petite chasse aux recrues, voilà, aux bénévoles, on va dire. Donc ça, les messieurs au milieu, il n'a pas très envie de rentrer, donc Ouais. on le motive. Mhm. C'est souvent très très violent. Il y a beaucoup de vidéos comme ça qui circulent et à chaque fois c'est assez, ça me Énormément. met assez mal à l'aise, mais bon. Énormément de vidéos qui circulent sur les gens qui sont pris de force et qui sont envoyés. Et souvent les gens quand ils arrivent justement chez des recruteurs, ils sont déjà pas mal dans un état assez pitoyable parce que souvent ils sont quand même pas mal tabassés. Bon. Ah oui, il y avait une vidéo absolument étonnante. Donc, pareil, un monsieur qui se baladait avec une poussette, avec un bébé. Donc, il y a un bus qui s'arrête, on prend le monsieur et on laisse la poussette avec le bébé au plein milieu de la route. Voilà. Mais moi, j'ai vu une vidéo il y a 2, 3 jours, une femme qui a réussi à libérer son mari. Oui, oui, oui. C'est souvent les femmes d'ailleurs qui sont les plus courageuses. J'ai vu plusieurs fois quand ils rentrent, parfois, donc ils défoncent les portes pour rentrer dans les appartements. Et là, les femmes, elles sont complètement, enfin, je veux dire, voilà, Ouais. il y a un autre bus qui repart, donc ils ont chassé quelqu'un d'autre. Voilà. Donc des bus comme ça qui se baladent et on essaie d'attraper qu'on peut, voilà. Mm. Peu importe si vous avez le document ou pas, voilà. Non, mais une histoire de le papa avec le bébé. Le bébé, on l'a laissé tout seul au plein milieu du chemin, quoi. Et là, c'est donc les personnes qu'on montre ici, elle était à Tchassofia, donc c'était les habitants de Tchassofia, en Oui. Ukraine. Et ils ont vécu pendant plusieurs semaines, voire mois, donc dans les caves, le temps qu'il y avait des bombardements. Et cette dame, elle a recueilli 2 soldats russes qui étaient blessés. Donc, elle les a trouvés dans une cave et là, elle a pris soin d'eux. Ouais. Voilà. Donc, c'est un peu c'était l'état dans lequel les habitants vivaient dans cette ville. Et il raconte un peu tout ce que. Enfin, c'était pas évident. Donc, c'était plusieurs familles entassées dans les caves, en ayant très peur de sortir. Et il raconte aussi qu'il y avait ce bruit constant de drones qui volaient. Cette espèce de. Il paraît que c'est vraiment un cauchemar de ce zzz constant. Voilà. Et à un moment, donc en sortant, il a trouvé 2 soldats qui étaient abrités dans un des bâtiments et donc il a pris soin d'eux. Il disait qu'il a fait un trou dans son blouson dans lequel donc il pouvait mettre la nourriture, autre chose,
justement, il ne pouvait pas les mettre dans le sac parce qu'il fallait pas que les gens l'arrêtent et ils se rendent compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et donc, elle a soigné les 2 soldats. Une fois que les soldats ils ont pu être évacués, c'est après ces 2 soldats qui sont venus la chercher une fois que l'armée est arrivée pour l'évacuer à leur tour. Voilà. Mm. Et aujourd'hui, ils ont toujours gardé donc de relations et il était assez. Voilà. Mais c'est fou, hein. Quand on voit ces villages, ces villes complètement détruites, complètement anéanties, on se dit, mais qu'est-ce qui va devenir de l'Ukraine après la guerre? Il faut aussi se devoir, tu vois, la dame en question, c'est une Ukrainienne. Je ne sais pas comment l'expliquer. Elle s'occupait de 2 soldats russes blessés. Là, ça paraît pas aberrant parce que, encore une fois, les Ukrainiens et les Russes, enfin, c'est la même chose, quoi. C'est ça qui est dingue. Ce qui est dingue, c'est que vous avez une guerre à l'intérieur d'un même peuple. Voilà. Donc, elle a montré la cave dans laquelle ils étaient abrités pendant plusieurs semaines. Et Qu'est-ce qui va advenir de ces peuples? ils vont rebondir. Ils l'ont toujours fait. Ce n'est pas la première fois où l'Europe tente de la rendre démocratique. C'est un peu comme ça, mais c'est, comment dire, un peu un peuple martyr. Mais un peuple martyr, donc les martyrs n'est jamais reconnu. Ils sont trop riches pour qu'on reconnaisse leurs martyrs. C'est un pays beaucoup trop riche, donc je parle de la Russie. Alors, c'est un peu. Que là, il n'y a Mais plus c'est vrai. rien. Quand on voit cette ville, il n'y a plus rien. Ça Non. n'existe plus. Il y a plus. Mais ils reçoivent toujours le budget. Attention. Oui, mais comment va-t-on pouvoir reconstruire cette Ukraine? Avec Bah, écoute, quand tu vas à Mariupol, des milliards de mines, avec des bombes partout, avec des. quand tu vas à Mariupol, bon, Mariupol, c'est un peu, on va dire, une ville vitrine. Donc, les Russes investissent énormément d'argent là-dedans pour montrer. Mais c'est vrai qu'en 2 ans, ils ont fait vraiment, je dirais, ça, c'est une ville qui se reconstruit hyper vite. Donc, quand tu vas les états de ces villes-là et quand tu le vois très peu de temps après, mais bon, après, oui, sûrement les certaines villes, non, enfin, je sais pas ce que ça va donner, je sais pas. Ça va demander énormément, énormément d'investissement, aussi bien, je veux dire, financier que humain. Parce qu'il faut aussi apprendre à vivre ensemble, quoi. Survivre ensemble, oui. Ouais. Je trouve très courageuse, cette dame. Ils sont très courageux. De toute façon, les civils qui sont restés dans toutes ces zones-là, ici, c'est les habitants de Sudjan qu'on a évacués de la ville et pour le moment, elles dorment dans une salle de gym, voilà, parce que le temps qu'on arrive à leur trouver d'autres logements, donc c'est un peu, on va dire, provisoire. Et que Et leurs Soulja témoignages sont très, très émouvants aussi. Soulja a été complètement détruite. Voilà, Souja, oui, c'est quand même, enfin, complètement, je sais pas. Et oui, non, mais bon, ce qui est intéressant, c'est les témoignages de leur vie, parce qu'ils sont restés 7 mois à vivre, pareil, dans les caves. Et Dan me dit que, ben, par exemple, pour se nourrir, c'était extrêmement compliqué parce que au début, donc, ils avaient des réserves et tout, mais quand les Ukrainiens sont arrivés, ils ont cassé tous les magasins et ils ont pris tout ce qui était dans les magasins. Donc, il n'y avait plus rien dans la ville. Donc, les gens qui ont pu, enfin, je veux dire, survivre, de manger, c'était extrêmement compliqué. Et ils avaient beaucoup de mal. Enfin, en plus, voilà, ces 2 personnes qui parlent, ils étaient dans une cave qui était plus ou moins aménagée. Il y a donc les soldats ukrainiens qui sont venus. Donc, ils ont dit, non, vous partez de cette cave-là, donc c'est nous qui allons nous mettre dedans. Et donc, vous allez trouver autre solution. Et donc, il fallait qu'ils arrivent à se mettre, enfin, se regrouper pour Oui. survivre. Et comme disent, plusieurs fois, ils ont dit adieu à leur vie plusieurs fois parce qu'ils pensaient de ne jamais survivre. Mm. Ça a duré pendant 7 mois et c'est que c'était vraiment. Enfin, encore une fois, je dis que je trouve ça extrêmement courageux. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces 2 personnes disent que enfin, ça les a rendus plus forts. On dit sorti de tout ça, on se sent beaucoup plus fort. Voilà. Et comme disent, quand on est dans une cave et on entend les missiles tomber juste à côté, ben, on devient pas mal croyant, quoi. Là, donc, ces 2 hommes, ils étaient là pour enterrer des gens. Voilà, donc enterrer ou déterrer, enfin, s'occuper des personnes décédées. Le gros problème, c'est que beaucoup de cadavres étaient minés. Voilà, donc, je dirais, ils étaient piégés. Mm. Donc, tu ne peux pas trop toucher au cadavre, tu exploses. Voilà, donc ça, c'était pas évident. Mais
enfin, ils se sont occupés donc d'essayer d'enterrer des gens, de poser une quelconque croix et d'essayer de nommer des noms des personnes enterrées. Voilà. Voilà. Et là, c'est une dame, je trouvais, enfin, c'est là où je me dis, c'est assez intéressant de voir les petits détails comme ça. Et d'un côté, c'est affreux, de l'autre côté, la vie, elle continue. Voilà. Elle a récupéré un petit lapin dans un magasin. Et parce que quand ils ont détruit les magasins, enfin les soldats, donc il allait quand même voir s'il ne trouvait pas quelque chose. Il y avait un animalier et donc il y avait un petit lapin qui était caché. Donc il l'a récupéré, il a trouvé une cage. Voilà. Quand tu as faim et quand tu as un petit lapin juste devant ton nez, il faut avoir beaucoup de courage de ne pas le manger. Voilà. Mais bon. Oui, surtout quand on a faim. Qu'est-ce qu'on peut penser de ces Ukrainiens et de ces Russes? Est-ce que tu crois qu'ils vont se retrouver ou pas du tout? Oui, 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 oui. Ils vont se retrouver. Donc, c'est la même chose. Tu sais, il y a quelques jours, j'ai marché donc dans la rue et j'ai discuté avec enfin, comme ça par hasard, avec une dame donc, qui s'est retrouvée d'être d'origine polonaise. Oui. Et toutes les deux, on s'est mis à discuter très facilement parce que voilà, c'est un peu dans la culture slave, ça se fait de parler avec les gens qu'on connaît pas. On ne se rit pas beaucoup, mais on discute facilement. Et très rapidement, on a trouvé plein de points communs. Voilà. Donc, je veux dire, tu sais, à la base, c'est les mêmes gens. Donc, oui, ça va. La russophobie, oui, je veux dire, il y a une période, il y a une génération finalement qui était élevée dans cette, on va dire, optique-là. Mais il y a encore des gens de mon âge, en tout cas, en Ukraine, qui se rappellent que nous étions des peuples, enfin le même peuple. Il y a encore énormément de liens de famille. Il y a énormément, enfin, on mange la même nourriture, on chante les mêmes chansons, on a les mêmes passés historiques et culturels, donc forcément, enfin, je veux dire, s'il y a personne qui se mette entre nous, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Donc, je connais énormément d'Ukrainiens à Paris avec qui on discute et avec qui très très rapidement on trouve beaucoup de points communs. Donc, D'accord, mais en Ukraine, ça va être différent. non, je parle des Ukrainiens. Je dis quand je retrouve des gens, Certes, mais ça, c'est à Paris. oui, ben, c'est à Paris, justement, c'est encore plus simple de se séparer. Voilà. Une fois qu'ils seront ensemble, la Russie aujourd'hui, en tout cas, il fait tout pour aller dans ce sens. Pour la Russie est consciente qu'il faudra que les deux peuples apprennent à vivre ensemble. Donc, même quand on parle de tout ce qui se passe donc avec les soldats donc Azov ou ce qui se passe donc avec toutes ces personnes-là qui causent énormément de mal aux civils russes, en tout cas, on n'utilise jamais les termes ukrainiens. Voilà. On utilise toujours de Kiev, autre. Donc même dans les vocabulaires, on essaie de n'a pas séparé les deux peuples. En Ukraine, c'est pas la même chose, mais bon, encore une fois, je veux dire, Oui, mais il y a aucune raison. Ça va prendre du temps. Écoute, les Tchétchénies et les Russies, aujourd'hui, ils s'entendent trop, c'est pour bien, alors que la guerre, elle faisait rage aussi. Donc, une fois qu'on enlève tous les éléments d'extérieur, il n'y a pas de raison que ces deux peuples ne s'entendent pas. Mais tu vois sur Telegram, par exemple, sur Telegram, les réseaux ukrainiens et les réseaux russes, mais c'est consternant, hein, ils s'insultent, ils se détestent, ils se haïssent. Oui, mais encore une fois que l'élément externe qui pousse à cette russophobie d'un côté, enfin, à un moment donné, je sais pas, une fois que cet élément externe sera donc exclu, ils vont bien s'entendre. Je suis persuadée. Parce qu'encore une fois, je veux dire, c'est le même peuple à la racine. Mm. Donc, il n'y a pas de raison. Oui, bien sûr, il y aura d'autres qui vont rester peut-être dans cette haine ou dans cette, on va dire, idéologie. Bon, ceux-là, ils repartiront. Ils partiront en Occident ou ils partiront donc à l'ouest de l'Ukraine. Voilà. Voilà. Et là, donc, c'est Monsieur Dmitriev. Oui. Alors, Monsieur Dmitriev, donc, c'est un responsable de fonds d'investissement russe. Voilà. Et Il est aux donc, États-Unis. Il est aux États-Unis, là. il est aux États-Unis. Donc, après que M. Poutine a proposé éventuellement mettre l'Ukraine donc sous tutelle, et après que M. Trump a dit que Poutine n'était pas gentil, voilà, il allait donc là-bas pour un peu expliquer la situation. Et une fois qu'il a discuté avec les Américains,
ça a pris 2 jours, je crois. Donc, il donne une petite conférence de presse en expliquant qu'ils ont bien discuté, voilà, mais que pour le moment, ils sont plutôt en train de discuter comment est-ce qu'ils vont discuter, étant donné qu'ils n'ont pas parlé depuis 3 ans. Hein, donc, il dit il faut déjà mettre au point, je veux dire, Oui. toute la procédure avant de démarrer les véritables discussions, mais qu'a priori, on dit aussi qu'un échange direct avec des gens, c'est toujours mieux que enfin, avec les intermédiaires. Et de la même façon, il est dit que c'est pas évident aujourd'hui pour les Russes et les Américains de communiquer parce qu'il y a énormément de forces, on va dire, externes qui essayent de mettre des bâtons dans les roues. Mais bon. Ça fait quand même 3 ans qu'il y a plus de négociations du tout. Il y a Non, 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 non. Il n'y avait plus aucune discussion, quoi. Aucune. aucune. L'ambassade russe aux États-Unis, il n'y a plus, quoi. Voyez. Mais, Donc, vraiment, il faut vraiment mettre tout ça en point. ouais. Mais qu'est-ce Et que, voilà. Donc là, il dit que nous, on demande enfin, qu'est-ce que on, tu on penses est, de ça on s'en fiche du fait qu'on enlève ou pas des sanctions, mais pour les Américains, ça peut être intéressant et ça peut être effectivement, je veux dire, un pas vers une bonne entente qui ne sera pas négligeable. Mais tu crois que c'est bien parti, les négociations pour l'Ukraine? Je pense que l'Ukraine aujourd'hui, c'est pas le point autour desquels les discussions tournent le plus. Mm. L'Ukraine aujourd'hui, le problème, enfin, c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que l'Ukraine, elle est vraiment, je dis, à l'intérieur déjà, tant que t'es pas purifié vraiment toute cette petite structure mafieuse, tu peux rien faire. Si tu arrêtes aujourd'hui, si tu signes la paix aujourd'hui, c'est même dangereux parce qu'il peut y avoir vraiment des gros problèmes, aussi bien à l'intérieur de l'Ukraine qu'à l'extérieur, parce qu'il y a des forces aujourd'hui, même à l'intérieur de l'Ukraine, qui n'ont pas du tout envie que ça s'arrête. Donc, on peut vraiment avoir des gros problèmes de guerre civile, en tout cas. Et tant qu'on n'a pas vraiment bien aménagé, on va dire, les cessez-le-feu et la paix, on ne peut pas arrêter comme ça. Donc, ça va forcément prendre du temps. De toute façon, les problèmes liés à Azov et compagnie, ça, ils resteront, hein. Oui, mais bon, il n'y a pas que Azov et compagnie, il y a aussi l'Europe qui veut pas céder. Donc, d'arrêter, enfin, je veux dire, si tu veux Rien. même se mettre d'accord entre la Russie et les États-Unis, les Européens, ils vont tout faire pour, je veux dire, pour qu'il y ait une escalade, pour reprovoquer cette guerre. Parce que pour eux, l'arrêt de cette guerre-là, ça veut dire leur chute brutale. Donc, non. Même, non seulement la chute de structures européennes, mais aussi leur chute personnelle. Voilà. Là, on parle d'un usine, enfin, d'encore un nouvel, donc, nouveau usine, d'encore un nouveau usine qui fabrique le matériel pour tout ce qui est médical. Voilà. Donc, Je croyais que la Russie ne pouvait plus rien fabriquer. Comment ça se fait? bah, écoute, ma foi, ils ont dû demander des machines à coudre et de faire avec elles donc les matériels médicaux, voilà. Et donc c'est pas le nouveau, enfin c'est pas les premières usines, donc il y en a maintenant plusieurs. Donc la Russie, elle essaie de se rendre le plus autonome, enfin en tout cas le plus souveraine possible hein, dans tout ce qui est des choses, on va dire indispensables. Et donc, je trouve ça très bien parce que tu sais, quand je rentrais de Moscou la dernière fois, j'étais assise à côté d'un médecin, une femme, un médecin russe, qui travaillait dans un hôpital avec les bébés. Voilà. Et elle m'a raconté qu'il avait un petit souci, justement, pour la perfusion de bébés, il faut avoir un petit matériel, enfin un petit clapet, je sais pas, un petit quelque chose qui facilite justement cette perfusion. Et ce matériel-là était acheté en France. Ah Et oui. figure-toi, il y avait les sanctions dessus. Voilà. Donc, oui, on n'a pas de sanctions pour les sacs Chanel ni Louis Vuitton, mais il y avait les sanctions pour ces petits clapets pour les bébés. Voilà. Donc, elle allait justement trouver une solution. Voilà. Mais là, peut-être que grâce justement à tous ces nouveaux usines, ces petits clapets seront produits en Russie. Voilà. Et on ne l'achètera plus en France. Oui. Oups. C'est fini. Voilà. En tout cas, encore une fois, comme quoi, je veux dire, la souveraineté d'un pays dans tout ce qui est des choses indispensables comme ça, c'est vraiment très important. Ouais. Donc, Manu cherche une solution pour les tarifs. C'est difficile. Vraiment un coup dur. Hein. Les Américains, comme ça, tu vois, je veux dire, tu penses que c'est vraiment des vrais copains et hop, ils t'augmentent le champagne à 1200%. Ouais. C'est vraiment monstrueux. Ça, c'est un Voilà. vrai problème quand même.
Nos Voilà, donc là, copains, nos copains, nos copains les Américains, qu'on aimait tellement, eh bien, ils nous mettent 200% dans la tronche. Bon. voilà. Et encore, il paraît qu'il y a pire, hein. Il paraît qu'il y a pire, voilà. Donc, ça fait que la bourse plonge. Mais bon, moi, j'ai une petite explication là-dessus, mais je les sortirai dans mes prochaines vidéos à moi. Ah, d'accord. Euh, Ah, mais au fait, alors ta chaîne va commencer à marcher. oui, 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 ça y est, ça y est, ça y est. J'ai dépassé 1000 abonnés. Youpi. Merci, Ça y merci, est, 1000 merci. abonnés. Waouh, génial. Donc, oui, ben, on en parle de ça aussi. Alors, on en parle en rigolant un peu parce qu'on dit que enfin, la Russie, il y a deux pays dans le monde qui ne seront pas concernés par les tarifs de nos gentils Américains. C'est la Russie et la Bélarussie. Quand il n'y a plus aucun commerce, alors là, eux, De toute façon, ils il disent, n'y a pas grand-chose à faire. voilà, on dit, on va s'installer avec, donc, comme on dit, deux pommes-cornes devant les tiloches et on va voir les autres mourir à petit feu parce que là, Nord, la tu Corée plus du rien à Nord. faire. La Corée Hein? du Nord aussi. La Corée du Nord aussi. Ah, les Corée du Nord. Alors, tu sais qu'il paraît que le Corée du Nord, c'est le pays le plus souverain. Même la Russie, c'est pas un pays souverain parce que, bon, il y a toujours une centrale banque. Dès qu'il y a une centrale banque, la souveraineté, elle est un peu compromise. La Corée du Nord, c'est le plus souverain. Peut-être que tout va mal là-bas, mais bon, ça, on ne sait pas, on n'y va jamais. Voilà. Donc, notre petite dame, les Russes disent, voilà, il a mis sa veste de combat, donc, rose. Ça montre bien que, hein, quand il met jaune, c'est plutôt cool, et quand il met du rose, ça veut dire qu'il va annoncer des trucs. Voilà. Ouais, ils ont remarqué ça. Voilà. Donc, ils disent, il a mis sa veste de plus combative, voilà, pour dire qu'on ne laisserait pas ça comme ça. Donc, on va combattre des Américains, voilà. Les Chinois aussi ne sont pas d'accord, voilà. Tout le monde n'est pas d'accord. Les Russes se marrent. C'est comme ça, voilà. Je veux dire, les premières seront les dernières. C'est comme ça qu'on dit. Oui, absolument. Et ça crée, bah oui, ça provoque une énorme, ça va provoquer une énorme crise. Et à mon avis, c'est une crise qui est bien voulue. Mais encore une fois, je parlerai dans ma prochaine vidéo à moi. C'est bien. La Philharmonie de Saint-Pétersbourg reçoit l'Orchestre royal de Thaïlande, De de Thaïlande. Bangkok. La salle est pleine, la salle est comble. Et, euh, et c'est un événement, en tout cas, lequel on parle. Il paraît que c'est vraiment les musiciens hors pair et la musique qu'ils jouent est écrite par l'une des personnes de la famille royale. Voilà. Je crois que c'est une fille La famille qui a royale écrit. de Thaïlande. Ouais. Et c'est très drôle parce ils utilisent des instruments, on va dire, enfin, un peu habituels, mais aussi, tu vas voir, ils utilisent quelque chose auquel tu n'auras jamais pensé. Ah, Voilà. Voilà, donc voilà. Oui, c'est un musicien qui joue sur un vélo. Voilà. Ça s'appelle la Велосипед, но musique, мы une используем mélange de его. musique. Велосипед можно услышать в фантазии. Voilà, donc et donc ça c'est la fille, c'est un membre de famille royale qui compose justement cette magnifique musique avec les vélos en fond donc du son, fond sonore. И начнем с истории о сильной женщине, матери, для которой нет чужих сыновей. Выживая в часов я Креативных индустрий Artmasters. Свой вклад в экономику обсудят крупнейшие игроки медиарынка, производители контента и представители творчества. Un salon, enfin un forum fédéral de tout ce qui concerne les métiers créatifs. Voilà. on a vu Ça, le beau et tout, oui. voilà. Créatif qui veut dire créativité, je veux dire, tout ce qu'on peut faire en tant qu'un artiste, Oui. ou aussi en tant que, voilà, je veux dire, de faire un robot, de faire une belle robe, dans les deux sens, on parle de créativité, voilà. Bien. Donc, tous les métiers dans lesquels votre créativité, on va dire, se révèle, sont présentés donc pendant ces 3 jours à ce forum donc des métiers créatifs. D'accord. Et ce forum est à Moscou, il est où? Oui, oui, c'est à Moscou, c'est dans un parc qui s'appelle Zaryadye. Je ne Oui. sais pas si ça veut dire quelque chose pour vous, mais enfin, c'est un parc d'exposition. Et donc, c'est 3 jours donc, qui sont concernés au métier créatif. Et donc, c'est fédéral. Donc, c'est on va dire,
c'est un salon de toute la Russie, voilà, Il y a qui des, présente tous les métiers, sûrement peut-être pour motiver les gens d'aller vers ces métiers-là. d'accord, là, il y a des jeux vidéo. Ah, je vois HP. Ah, bah, ça alors, Oh, ordinateur. je sais pas, je sais. Je veux dire, un objet de contrebande en Russie. Donc, les gens achètent énormément de choses par Internet et il manque comment on appelle ça, le coursier. Voilà. Donc, ils essayent de trouver plein de solutions pour. Des Ouais, donc, robots c'est et des petits compagnie. robots qui arrivent avec donc, une boîte, avec un code avec lesquels donc, vous ouvrez, vous coopérez vos choses, qui Comme les- viennent peut-être de pas très loin d'un supermarché à côté, mais bon, voilà. Pallier aux problématiques de manque de coursiers. On invente même des petits chiens qui transportent donc vos petits courses sur leur dos. Bon, bah écoute, à la semaine prochaine, Tatiana. À la semaine prochaine, Philippe. Merci. Allez, bisous. Ciao.